Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, un format un peu particulier où je laisse libre cours à mon esprit de l'escalier. Tu sais, quand tu rumines la réponse que tu aurais voulu dire une fois la conversation terminée, rendue en bas de l'escalier quand c'est trop tard de toute façon. Ça m'est arrivé cet été sur un sujet tellement intéressant que j'ai eu envie de te le partager. Je vais partir d'un cas extrêmement précis, une petite phrase qui a eu le don de m'énerver, mais si on dézoome, on peut retirer plein d'idées intéressantes pour différentes questions. Alors commençons par un peu de contexte. Dans une discussion, à laquelle j'aurais clairement dû couper court, je me suis retrouvée face à un vieux patriarche qui prétendait naturaliser l'infériorité des femmes dans les sciences. Oui, en 2024 de ce siècle-ci. Il faut dire que j'avais osé mentionner les mots écriture et inclusive dans la même phrase. Quelle idée aussi. Pour lui répondre, j'avais avancé 2 arguments. L'effet Mathilda, c'est-à-dire l'usurpation ou l'invisibilisation de la contribution des femmes dans les sciences, qui fait qu'on a l'impression qu'elles ne font rien. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Et l'effet Scully. Et celui-là, il est un peu moins connu. Il se trouve qu'on observe une corrélation entre l'apparition du personnage de l'agent Scully dans la série X-Files et l'augmentation du nombre de femmes ayant fait carrière dans les STEM, un acronyme qui veut dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour citer Gillian Anderson, l'actrice qui interprète Scully, à l'époque où Scully a débarqué sur les écrans, on ne voyait pas ce genre de femme à la télévision. Un personnage féminin sûr d'elle, respecté par son collègue masculin. Bon nombre de filles se sont retrouvées dans ce personnage. J'ajouterai à cette description une femme scientifique, compétente à un très haut niveau. Les femmes qui ont regardé la série ont eu 50% de chances en plus de travailler dans les STEM. Par ailleurs, 2/3 des femmes interrogées et qui travaillent dans ce domaine ont déclaré que Scully avait été un modèle pour elles. Ces infos, je les tiens d'un article que je mettrai en description. L'effet Scully, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'influence des séries et des films sur nos vies, nos imaginaires. Une influence qui est souvent sous-estimée, voire raillée, ce qui ne la rend pas moins réelle pour autant, car ce sont des sources d'apprentissage, des modèles dans lesquels on peut se projeter, mais aussi de puissants vecteurs de normes et de socialisation, pour le meilleur et pour le pire. Tout est politique, et si on avait inversé les rôles, pour faire de Mulder un homme froid, scientifique et pragmatique, et de Scully une pauvre folle qui parle aux nuages, X-Files aurait raconté une toute autre histoire, en se contentant d'activer les mêmes sempiternels stéréotypes, au lieu d'affecter carrément des trajectoires de vie. Alors, il a fait mouche mon argument ? Revenons à notre débat. Bon, bizarrement, l'effet Mathilda, Jean-Michel Mascu n'a même pas relevé. Il faut dire que ça la foutait un peu mal, ça écornait ses héros. Vite, faisons comme si on n'avait pas entendu pour pouvoir continuer à prétendre que ça n'existe pas. Je te renvoie à l'épisode 17 sur le débat. Il ne suffit pas d'avancer des bons arguments pour convaincre. La mauvaise foi est souvent bien plus puissante. Mais pour l'effet Scully, ça n'a pas fait un pli. Ah ! Si c'est vrai, c'est vraiment pathétique ! Ne nous appesantissons pas sur le « si c'est vrai » qui en soi a suffi à me gonfler. Évidemment que cette hystérique de féministe invente n'importe quoi pour se rendre intéressante. Si c'était le cas, j'aurais vraiment une imagination débordante. Le plus énervant, c'est qu'il s'est arrêté à sa première idée, qui confirme que les femmes sont connes au point de se faire influencer par une vulgaire série télé, contrairement aux hommes rationnels et intelligents qui ne sont influencés par personne. Il n'a pas eu la patience, soyons charitables, d'écouter la version longue de l'explication. Moi, dans son « l'effet Scully, c'est pathétique », ce que j'ai entendu, c'est « bah oui, y a qu'à vouloir. Si t'es vraiment intelligente, tu t'en foutras de ce que les gens disent. Si t'es vraiment si maline, le fait que des vieux cons te rabâchent depuis la maternelle et depuis la Grèce antique que les filles sont naturellement inférieures et nulles en maths, ça t'en touchera un sans faire bouger l'autre. Si tu te fais influencer par le conditionnement social tricoté autour de toi depuis ta conception, des layettes roses et au film en passant par l'école et tous les adultes autour de toi, bah c'est que t'es vraiment faible, contrairement à moi qui sais naturellement et sans influence extérieure que les femmes sont stupides et irrationnelles.
C'est dommage parce que c'est fascinant le réel. Quand on gratte un peu, on peut expliquer tellement de choses. Mais pas en un quart de seconde face à une audience qui a un coup dans le nez. On le voyait toujours dans l'épisode 17. Le contexte du débat ne permet pas de développer si en face l'autre n'écoute pas, sachant déjà tout mieux. Plus sérieusement, pourquoi c'est pas pathétique l'effet Scully ? La représentation, c'est important. C'est quelque chose qui me paraît évident depuis un moment, qu'on entend répéter partout, mais je me suis rendu compte dans le feu du débat que je n'arrivais pas bien à expliquer pourquoi. Or, comme disait ma prof de français préférée, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors pourquoi toutes ces femmes ont eu besoin de Scully pour franchir le pas ? On l'a déjà dit, depuis fort longtemps, et au moins depuis la Grèce antique, on a essentialisé les femmes comme stupides, hystériques, irrationnelles, illogiques. Et telle une gigantesque course de relais, les sociétés patriarcales se succèdent sans trop changer de disque. Plus proche de nous, on peut aussi penser à Darwin, qui s'il a dit plein de choses pertinentes sur l'évolution, en a profité pour laisser libre cours à sa misogynie en racontant n'importe quoi pour justifier et rationaliser l'infériorité des femmes. Un jour, il faudra qu'on parle de l'importance de distinguer discours scientifiques et discours de scientifiques. Pendant longtemps, avant que les neurosciences viennent remettre un petit peu d'ordre là-dedans, on était tellement sûr que les femmes avaient un cerveau différent, pas câblé pour la logique, qu'on ne prenait même pas la peine de les éduquer. Et celles qui persistaient malgré tout à faire des sciences et des découvertes ont été spoliées, effacées, invisibilisées. L'effet Mathilda, dont on avait donné un exemple dans l'épisode 3, avec Bill Gates qui avait pratiquement inventé l'informatique. Tout est mis en œuvre pour créer un discours général cohérent. T'es nul en maths parce que t'es une fille. Et personnellement, soyons honnêtes, à ce niveau, je suis un véritable cliché ambulant. Cette idée de cohérence est importante. C'est sûr, c'est jamais un truc tout seul, un personnage de série, une remarque individuellement qui est grave. C'est un ensemble de petites choses. Et à force qu'on te rabâche, depuis le plus jeune âge, et y compris dans les personnages de dessins animés, films, séries, pour ton cerveau, comme pour tout le monde, ça devient vrai. On parle d'effet de vérité illusoire, la tendance à croire qu'une information est correcte après une exposition répétée. Ou pour le dire autrement, la familiarité crée une illusion de vérité. Et ça enclenche plusieurs mécanismes. Par exemple, l'impuissance apprise. C'est quand on se croit impuissante alors qu'en fait on a le contrôle sur notre situation. Ici, tu te crois irrémédiablement nul en maths, alors que tu pourrais devenir bonne en enchaînant les exercices, en accédant à un meilleur enseignement. On le voyait dans l'épisode 18 sur le talent, les capacités innées sont rarement le premier levier de réussite. Ce serait pareil pour la mécanique, ou pour déboucher une bouteille. On a aussi le mécanisme de l'auto-persuasion. Ces grands savants savent sûrement mieux que moi, pauvre petite chose. Tu te prends pour qui ? Tu penses que tu sais mieux que Darwin ? Et si j'étais vraiment trop sûre de moi, trop prétentieuse, trop arrogante ? C'est la magie de l'internalisation. Tout ça, ça crée des stéréotypes. Et ces stéréotypes aussi, il faut qu'on en parle. On est bien d'accord, les femmes n'ont pas un cerveau biologiquement différent, qui les empêcherait de faire des sciences ou des créneaux. Ceci étant dit, oui, il peut y avoir des différences entre hommes et femmes, mais elles ne sont pas biologiques, innées. Elles sont sociales, construites, acquises. Et elles peuvent évoluer. Dans Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite, Sama Karaki nous apprend que notre cerveau est malléable et en ce qui concerne les compétences, il n'est pas forgé pareil si on est socialisé comme petit garçon ou petite fille. On n'est pas exposé à la même chose, aux mêmes films et séries, aux mêmes représentations. Et pour sortir des clichés genrés, il faut lutter activement contre les stéréotypes, ce qui demande un effort supplémentaire. Ce qui ne plaît pas trop à notre cerveau, qui est paresseux et économe. Je vais citer Sama Karaki. Contrairement à cette pensée réductionniste, la biologie moderne utilise la pensée systémique pour reconnaître que nous sommes des systèmes dynamiques et vivants qui subissons des changements continus, ce qui inclut la socialisation et le conditionnement que la plupart d'entre nous recevons tout au long de notre vie, en particulier dans notre cerveau. En effet, contrairement aux organes génitaux, notre cerveau est plastique et reflète notre expérience et les choses que nous faisons et, paradoxalement, les choses que nous ne faisons pas. Comme notre cerveau reflète ce que l'on pratique,
Le genre, en comparaison au sexe biologique, devient une construction sociale qui crée des attentes concernant les rôles, les identités et les comportements associés au fait d'être une femme ou un homme, ainsi que les talents que chaque groupe peut avoir. Et si ça fait beaucoup d'un coup, je rappelle que tu pourras retrouver la citation sur le blog. Bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, à force qu'on te répète que t'es nul en maths, à force que tu n'entraînes pas ton cerveau à mieux comprendre ces sujets, ou si tu t'arrêtes à la première erreur qui confirme que bah oui, tu vois bien, t'es pas capable, au lieu d'apprendre de cette erreur pour progresser, tu deviens nul en maths parce que t'es une fille. Oserais-je dire qu'on ne naît pas nul en maths ? On le devient. Et donc ces stéréotypes ont des conséquences. Un stéréotype, ce n'est pas anodin. Ça ne flotte pas juste dans l'air autour de nous. Ça peut avoir des conséquences réelles, qu'ils soient vrais ou non. Et comme pour le reste, on ne peut pas rester neutre face à un stéréotype. On l'intègre ou on lutte activement contre. Je vais donner 2 effets des stéréotypes, on pourrait sûrement en trouver d'autres. On parle par exemple de menace du stéréotype. Ce concept désigne l'effet d'un stéréotype ou d'un préjugé sur un membre du groupe visé par ce préjugé. Dans une situation où ce stéréotype s'applique, la personne peut se sentir jugée, que ce soit vraiment le cas ou non. Elle va alors avoir l'impression que tout le monde la regarde en attendant qu'elle se plante et éprouver des sentiments d'anxiété ou d'insécurité. En plus, quand on est victime de préjugés, on a souvent peur de le confirmer et de, entre guillemets, desservir la cause, nuire au groupe entier. Et cette anxiété, ce stress, ça peut affecter nos performances. Par exemple, imaginons une femme qui joue aux fléchettes avec des hommes. Selon un stéréotype, les femmes visent moins bien. Ça peut créer un stress, un trac, qui aura un impact sur ses facultés, si bien qu'elle risque effectivement de moins bien viser. Sans parler de moins s'amuser. Ça marcherait aussi pour la conduite, par exemple. Autre effet des stéréotypes, dans Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, Daniel Kahneman décrit notre cerveau comme une machine associative. On associe les mots à des concepts, des émotions, des images. Tout ça inconsciemment, automatiquement et rapidement. Et si on ne voit jamais certaines idées ensemble, on n'y pense même pas. Notre cerveau connaît ce qu'il voit et rien d'autre. Dans le cours normal des choses, il ne va pas faire un effort démesuré, activer ce que l'auteur surnomme le système 2, pour aller chercher un contre-exemple, corriger le stéréotype, ou même tout simplement se demander si c'est vraiment vrai. Toujours par souci de paresse et d'économie. C'est là que des personnages comme Dana Scully deviennent aussi importants. Ça donne à notre cerveau à voir des exemples qui cassent les stéréotypes et fournissent d'autres représentations. Ça permet à notre cerveau de retrouver plus facilement des associations femmes plus science égale cool, et donc d'y croire. Croire qu'on n'est pas influencé par les stéréotypes, qu'on en soit victime ou qu'on en bénéficie en miroir, c'est comme prétendre que la pub ça marche pas sur nous. Non seulement c'est faux, mais limite si tu ne te méfies pas, tu es plus vulnérable, car tu n'iras pas chercher activement plus loin. Je voudrais finir en parlant un peu du rôle de l'école. Puisque l'école n'est pas hermétique aux stéréotypes, et les profs non plus, vu que ce sont des êtres humains comme les autres, si, je t'assure. Ça joue sur l'enseignement. C'est l'un des sujets abordés dans Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi de Gloria Steinem. Plus les filles vont loin dans les études, moins elles voient de femmes, que ce soit dans le corps enseignant ou dans les contenus de cours. Les femmes représentent 10% des manuels scolaires. On ne leur donne pas de modèle de femmes scientifiques. Attention, on va faire un petit jeu. Tu as 5 secondes pour me citer 3 femmes scientifiques et t'as pas le droit de dire Marie Curie. Top chrono. T'as pas réussi ? Si c'est le cas, t'inquiète, il n'y a vraiment rien d'étonnant. Pourtant, il y en aurait. Et les garçons non plus ne voient pas de modèle féminin. Ça façonne aussi leur vision de la matière. Ça façonnera aussi plus tard leur comportement face à leurs collègues féminines. Conséquence de tout ça, plus les filles vont loin dans les études, plus elles perdent confiance en elles et minimisent leur intelligence. À l'école maternelle, les filles ont les mêmes résultats que les garçons, mais dès le CP, les stéréotypes s'activent et leur performance baisse. Et ça n'est pas dû aux compétences pures et dures. Avec le même exercice, les filles auront de meilleurs résultats si on leur dit que c'est un exercice de dessin plutôt que si on leur dit que c'est de la géométrie. Et ça n'a rien d'étonnant.
Enfant, on se conforme à l'image que nos parents et profs ont de nous. C'est essentiel pour rester dans le groupe, éviter le rejet, un mécanisme de survie qui est très ancré en nous. Et une fille, ça veut devenir coiffeuse ou puéricultrice, pas physicienne ou polytechnicienne. On expose plus les garçons à la science, plus tôt, et les filles aux soins, à la magie, aux princesses. Cette croyance que les filles sont plus nulles oriente l'éducation, des parents et des profs, et les enfants l'intériorisent. Et donc, ça façonne notre cerveau. On l'a vu, plastique, notre cerveau reflète nos expériences, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et si on ne fait pas un apport différent, il n'y a aucune raison que ça change à l'âge adulte. L'effet Scully, c'est justement cet apport différent qui peut réorienter les apprentissages, ouvrir de nouvelles portes, donner envie de remodeler son cerveau, même si bien sûr, c'est pas dit comme ça. Donc voilà quelques billes pour comprendre l'effet Scully et pourquoi ce n'est pas pathétique. Croire que les filles sont pathétiques d'y céder, c'est tomber dans une vision individualiste des choses. Contrairement à une vision collective, on est le fruit de notre milieu, de notre système politique, culturel, éducatif. Et il est unanime, les filles sont moins bonnes en maths, c'est que ça doit être vrai, hein. Croire que les filles sont pathétiques, c'est tomber à fond dans la méritocratie, le « quand on veut, on peut, et si on est bon, tout va bien ». C'est naïf de penser qu'on est arrivé là, comme ça, la bouche en cœur, fin 20e, début 21e siècle, sans être affecté par ce qui s'est passé avant. Comme si ça n'était que du passé, au placard, et plus une réalité encore bien ancrée dans nos institutions. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Même une fois que les femmes vont quand même vers les STEM, on l'a vu, leurs collègues masculins aussi sont conscients du stéréotype comme quoi les femmes ne sont pas scientifiques. C'est là qu'arrive notre effet Mathilda, la remise en question des compétences des femmes, les coupages de paroles en série, et plus généralement, sexisme, harcèlement, manque d'opportunités de carrière, qui font qu'elles ont plus de risques d'en ressortir, de baisser les bras. Ce qui réduit encore les représentations disponibles. Mais ça, c'est pas pathétique. Voilà ce que j'aurais voulu pouvoir expliquer ce jour-là. Mais je n'ai aucun regret, car de toute façon, mon interlocuteur avait décidé de me rabaisser et de ne pas m'écouter. Donc j'aurais pu faire une démonstration mémorable que ça n'aurait rien changé. Ou alors il se serait focus sur une micro-erreur de grammaire pour écarter tout l'argumentaire. Comme le dit si bien Upton Sinclair, il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend précisément du fait qu'il ne la comprenne pas. Bien sûr, l'effet Scully, c'est l'arbre qui cache la forêt de la représentation. Il y a plein d'autres leviers, comme la langue, donc on s'en reparle la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite de Sama Karaki, Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi de Gloria Steinem, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, et l'effet Scully, comment X-Files a pu influencer les carrières des femmes depuis 1993 sur slate.fr. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!